Là, ça a démarré. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Vessy. Docteur Vessy, devrais-je dire. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre d'une association qui s'appelle Osmose pour que vous nous expliquiez en quoi consiste l'aromathérapie. Mais tout d'abord, je vais vous présenter, si vous voulez bien. Vous me dites, vous m'interrompez, si c'est pas bon. Pas de souci. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous êtes médecin, anciennement d'ailleurs médecin, puisque vous êtes retraité à l'heure actuelle, et vous avez pratiqué la médecine pendant plus de 35 ans, notamment la phytoaromathérapie Et l'homéopathie, pour lesquels vous avez même donné des enseignements à la faculté de Lille, à l'université de Lille et à l'université de Toulouse, en section pharmacie, c'est cela? C'est ça, oui. Et Pharmacognosie. En pharmacognosie. C'est Voilà. un peu compliqué pour nos auditeurs, mais Expliquez-nous c'est la un tout petit connaissance peu. des principes biochimiques des plantes. D'accord, entendu. Donc vous avez un bon passé d'expert dans ce domaine, Sans doute. sans aucun doute. Et avez-vous aussi, il me semble avoir lu sur une biographie que vous aviez aussi enseigné pendant des années, installé du moins sur la région d'Occitanie, une antenne de l'École lyonnaise des plantes médicinales, Oui. le LPM. L'antenne de Toulouse. L'antenne de Toulouse, oui. Dans laquelle vous avez enseigné aussi de nombreuses années. Voilà, elle existe depuis 2007 maintenant, et elle continue à travailler. D'accord. Et là, aujourd'hui, nous allons plus précisément vous poser des questions relatives à l'aromathérapie. D'autres fois, vous nous parlerez d'autres sujets, puisque vous avez de ce côté-là une expertise étendue, et nous serons ravis d'entendre votre avis Je là-dessus. vous remercie. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous l'aromathérapie? Alors, j'ai convenu de parler avec vous aujourd'hui de l'aromathérapie familiale. C'est-à-dire que je ne vais pas donner des explications trop techniques ou trop compliquées parce que les gens seraient perdus. C'est une méthode de soins qui n'encourage pas les gens à l'automédication parce qu'il faut faire très attention avec les huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes, mais qui permet de se dépanner en quelque sorte en attendant le médecin. Si on a un problème relativement aigu, il vaut mieux quand même appeler le médecin, évidemment, ou le thérapeute, mais en attendant, on peut faire des premiers soins. C'est ce que je voudrais proposer aujourd'hui. Alors, l'aromathérapie, c'est un traitement qui utilise les plantes aromatiques. Ce n'est pas un traitement par les arômes, ni par les senteurs ou les parfums, comme peut l'être, par exemple, une autre technique dérivée qu'on appelle l'olfactothérapie, oui, d'accord. qui utilise les senteurs par le biais du système olfactif, du système de l'odorat. L'huile essentielle, qui est la partie la plus connue de l'aromathérapie, qui est un produit qu'on utilise en aromathérapie, est doublée de ce qu'on appelle les hydrolats, ou parfois vous les verrez appelés hydrosols, et parfois eau florale. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, même si on veut nous faire croire que c'est la même chose, gentiment. Les hydrolats sont des produits de la distillation des huiles essentielles, et lorsqu'on distille des fleurs, on a des eaux florales. Lorsqu'on distille des fruits, ça se fait aussi, on a des eaux de fruits. Alors il y a un principe, pardonnez-moi d'être un petit peu technique, mais pour ceux que ça intéresse, qui est toujours le même, c'est-à-dire sublimation suivie d'une condensation. C'est-à-dire qu'on élève en gaz le produit que l'on va obtenir, et ensuite on le condense en liquide dans un milieu qui est refroidi. Mais alors la différence par rapport aux huiles essentielles, c'est que ce n'est pas tout à fait le même procédé, si? Si, en général, ce sont les mêmes procédés. Il n'y a pas des appareils particuliers pour les huiles essentielles qui sont différents pour les hydrolats? Est-ce que c'est le même appareil? Alors c'est le même appareil. L'hydrolat et l'huile essentielle sont deux produits obtenus à la sortie de ces appareils et que l'on sépare par fractionnement de densité. En général, une huile est plus légère qu'une eau, et donc elle surnage au-dessus de... Voilà. Alors on va utiliser ce qu'on appelle un alambic, que connaissent très bien les gens qui fabriquent de l'eau de vie ou qui en boivent. Mais justement, tout le monde peut-il avoir un alambic et fabriquer ses huiles essentielles? Oui, à la limite, oui. À la limite, oui, mais... Est-on autorisé, par exemple, en France? Normalement, non. Il y a en France que 200 producteurs autorisés d'huile essentielle, qui sont accrédités auprès du ministère de la Santé. D'accord. Et donc, vous allez mettre dans un
bassin la plante à traiter, qui est une plante aromatique, dont on connaît les temps de chauffe, c'est le terme consacré pour dire l'exposition au chaud, et une eau placée dessous va être chauffée et va entraîner par éclatement des petites cellules de la plante les principes aromatiques vers le haut de l'alambic qu'on appelle le col de cygne, et ce col de cygne va être refroidi à un certain moment par de l'eau froide, et donc ces principes volatiles vont se condenser en liquide et vont couler le long de ce col de cygne qui, comme son nom l'indique, est un tuyau relativement étroit et qui se termine dans un récipient qu'on appelle d'un joli nom de vase florentin, parce qu'il a été mis au point au Quattrocento, c'est-à-dire l'année 1500, dans l'Italie de la Renaissance. Et donc, si je comprends bien, les huiles essentielles, il y a très longtemps que nous nous en servons. On pourrait remonter bien plus loin, puisque on sait très bien que les anciens Égyptiens, dans l'Égypte ancienne, utilisaient déjà les huiles essentielles, ne serait-ce que pour embaumer leurs momies. Vous savez qu'ils sont connus pour la préparation des momies. Eh bien, on entoure les momies de bancs de lait qui étaient en général imprégnés par des huiles essentielles. Et si je comprends bien, on se soignait avec ce système-là, il y a fort longtemps. Pour quelle raison, finalement, se retrouve-t-on maintenant au XXIe siècle avec pas une sorte d'oubli, où juste seulement des phytoaromathérapeutes spécialisés sont susceptibles d'offrir aux autres cette connaissance? Pour quelle raison, par exemple, n'emploie-t-on pas ça de façon quasi systématique dans des hôpitaux pour soulager certaines choses, puisqu'apparemment ces huiles essentielles ont quand même pas mal de vertus en amont, une fois qu'on est sorti. On va le voir, oui. Alors, c'est un peu redoutable la question que vous me posez, parce que sais, elle est redoutable. je vais être obligé. Je la pose à un médecin. Je la pose à un médecin, donc je vais être obligé de mettre en cause l'establishment médical. Mais non. En disant que, comment ça s'est passé. En disant que c'est pas le message que je veux faire passer, mais il est incontestable que les huiles essentielles sont une très bonne alternative, par exemple, aux antibiotiques et aux antiseptiques. Voilà, mais comme il y a des antibiotiques consacrés au niveau des laboratoires et des antiseptiques aussi, on a laissé un peu de côté les huiles essentielles comme étant des concurrentes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont peut-être plus dangereuses à utiliser? Alors elles le sont aussi. Elles le sont aussi. Moins faciles pour un public. J'avais un vieux maître, voyez-vous, en aromathérapie, qui me disait les huiles essentielles c'est de la dynamite. Il faut faire attention. Alors il y a tout à fait ce que vous dites, cette raison-là, mais aussi parce que, étant des produits naturels, issus d'une espèce d'extravagance alchimique, pense-t-on, on les a mis de côté comme n'étant pas sûrs ou sécures du point de vue scientifique. Oui, parce que derrière, on n'arrive pas finalement à bien estimer peut-être, parmi tous les principes actifs qu'il y a dans une huile essentielle, quels sont les principes qui sont agissants de ceux qui sont moins agissants, et que finalement, comme il me semble me souvenir que dans les années 40-45, on est passé à la notion de principe actif, on se retrouve maintenant un petit peu coincé dans cette idée-là, sans penser que finalement le totem de la plante va donner peut-être plus. Voilà. Il y a, si je peux éclairer nos téléspectateurs, il y a un principe actif en général dominant, qui souvent détermine d'ailleurs la nature biochimique, la nature chimique de l'huile essentielle. Et ce principe actif dominant est entouré d'autres principes actifs, secondaires, on va dire, qui peuvent soit le potentialiser, soit le freiner, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on appelle, en médecine de terrain aromathérapique, la synergie des principes actifs. Ce qui fait que la synergie de ces principes actifs, la conjonction de leur action, est plus puissante que la somme de chaque principe actif mis l'un avec l'autre, véritablement. Et donc, c'est une chose qu'on connaît mal. Voilà, qu'on a du mal à... N'y a-t-il pas des moyens de mesurer finalement... comment mesure-t-on ces huiles essentielles? Souvent, nous, les humains, avons besoin de mesurer les choses pour savoir si elles marchent. Un côté scientifique. C'est un petit peu technique, évidemment, mais on utilise une méthode qui s'appelle la chromatographie en phase gazeuse, ou chromatographie en phase vapeur, selon, et cette chromatographie va individualiser sur une courbe faite d'une ordonnée et d'une abscisse des principes actifs qui vont s'exprimer sous forme de courbe, comme ça. Et il faut que les gens sachent que la distillation, c'est-à-dire le fractionnement par
la sublimation d'une huile essentielle doit être longue, patiente. D'ailleurs, c'est une des qualités qu'ont les distillateurs de l'essentiel, c'est la patience et l'intuition. Et à basse pression, puisqu'il y a en général un manomètre sur l'alambic, et on ne doit pas distiller en forçant à haute pression, mais en basse pression. Et donc, excusez-moi, et donc finalement, il y a moyen de savoir qu'est-ce qui est en train d'agir au travers d'une huile essentielle. Absolument. Et il y a moyen de savoir précisément sur quoi elle agit. Est-ce que cela varie selon les individus? Est-ce qu'on a une particularité qui est liée au fait qu'on emploie tous les principes actifs d'une plante, qui fait que finalement, selon, je vais utiliser un mot particulier, selon le terrain de l'individu, selon sa particularité, eh bien l'huile essentielle va plus ou moins agir facilement ou en synergie avec d'autres choses? Oui, il y a un phénomène, je vous répondrai par un mot un peu technique aussi, qui s'appelle le phénomène amphotère, qui consiste en ce qu'un organisme vivant va prendre du traitement qu'on lui propose ce dont il a besoin. Parce que vous parliez des terrains, les terrains sont connus pour avoir des forces et des faiblesses. Et dans le cas de la faiblesse, le terrain va réclamer au traitement que l'on donne un ou un autre des principes actifs. Donc c'est lui qui en fait va se servir, c'est pas nous qui lui imposons en quelque sorte, hein, c'est l'intelligence du terrain, la sagesse du corps humain qui va réclamer tel ou tel traitement. Est-ce la même chose pour les médicaments allopathiques? Alors, ça ne peut pas être la même chose pour une raison très simple, c'est que en général, un médicament dit allopathique, c'est-à-dire qui utilise la loi des contraires, va être formé d'un seul principe actif dominant que l'on utilise, que l'on connaît, dont on connaît ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour qu'il disparaisse de moitié, c'est un des critères que l'on contrôle, et les sites où il va agir. Donc c'est assez facile d'identifier le parcours qu'on appelle pharmacodynamique d'un principe actif. S'agissant de l'huile essentielle, c'est différent. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure, il peut y avoir des huiles essentielles qui contiennent 250 principes actifs. Oui, et en général, on en a plusieurs dizaines. Ce qui fait que ce n'est pas mettez tout ça, le bon Dieu trouvera les siens. On sait en synergie comment il travaille, mais ça effraie un peu aussi les scientifiques purs et durs de savoir qu'il faut avoir affaire avec de nombreux principes essentiels. Pourquoi? Parce que en médecine, il est connu qu'un principe actif, on sait où il va, comment il agit sur quel site. Deux principes actifs, déjà, on ne connaît pas toujours bien leurs interactions. Quand à partir de trois principes actifs, on ne sait pas. Et d'autre part, ces huiles essentielles, donc, elles se prennent par voie orale aussi, comme les médicaments usuels? Il y a plusieurs. Je vais vous donner tout à l'heure un certain nombre d'utilisations, de moyens d'utilisation, montrant que sur le plan familial, la maman, la mère de famille va pouvoir utiliser différentes manières pour soigner. Surtout que, et bien évidemment, on va utiliser pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, des doses différentes pour ne pas avoir d'ennui. Mais ce que je disais à propos du mélange des principes actifs dans l'huile essentielle peut effrayer certaines personnes qui se disent alors, s'il y a 50 principes actifs, on ne sait pas ce qui se passe. Eh bien, il se trouve que Dame Nature, la sagesse de la nature, a orienté la synergie d'action des principes actifs pour obtenir un résultat dont l'humain n'a pas besoin de se soucier, ça se fait spontanément. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, on peut faire ce qu'on appelle la pharmacognosie, comme je vous disais, c'est-à-dire la connaissance de la pharmacie, de l'aspect pharmaceutique, en sachant que tel principe actif avec l'autre va donner tel résultat. Voilà. Et donc, le principe actif dominant va, comme je vous le disais, être potentialisé, c'est-à-dire exalté par certains autres principes actifs, ou freiné par certains. Ce qui fait qu'on a une modulation qui est différente quand on a un ensemble de principes actifs qu'avec un seul principe actif. Voilà ce qui fait beaucoup la différence. Et on a le même principe en phytothérapie, c'est-à-dire en thérapie par les plantes médicinales. On a aussi un certain nombre de principes actifs. J'ai une question moi, qui me frappe quand même. Les huiles essentielles ne peuvent pas être utilisées sur des enfants avant un certain âge, j'ai entendu dire. Ou est-ce que c'est parce que finalement on est un peu ignorant qu'on ne peut pas les utiliser? Par exemple, l'inule. L'inule, j'avais entendu dire qu'elle pouvait permettre de soigner des rhumes assez facilement sur les petits.
Mais Oui, alors, qu'en est-il? on a un bon choix des huiles essentielles. Hein, donc on peut, si on n'utilise pas les nulles, on peut en utiliser d'autres. Moi j'ai appris par mes maîtres, j'ai étudié la phytoaromathérapie pendant 3 ans à Paris, et j'ai appris par mes maîtres qu'on soignait les enfants et de quelle manière il fallait les soigner. On a des posologies qui sont adaptées au poids de l'enfant et à son âge. Donc c'est, comme vous le dites très bien, par ignorance que l'on n'ose pas traiter les enfants, mais il y a aussi des moyens de les traiter qui sont autres que la voie buccale, la voie péroce, comme on dit. D'accord. Voilà. Il y a d'autres voies. Il y a d'autres voies. Si vous voulez, on peut en parler tout de suite. Oui. Je peux vous dire que, par exemple, il y a le principe de l'oreiller, comme on l'appelle, qui consiste, par exemple, quand un enfant a un rhume ou une infection ARN, à imprégner un mouchoir ou un petit linge qu'on va poser sur son oreiller la nuit, et quand il va dormir sur son oreiller, il va respirer, et il va donc y avoir un travail qui va se faire par les cellules olfactives. Par les cellules olfactives. Ensuite, vous avez des bains qui peuvent être donnés. Avec les huiles essentielles? Avec les huiles essentielles. Comme l'huile n'est pas mélangeable, ne se mélange pas à l'eau, on va utiliser un intermédiaire, comme par exemple un shampoing, qui sert d'intermédiaire, ou un baume, avec lequel on va mélanger l'huile. Un dispersant. Il existe des dispersants, hein, comme le solubol, par exemple, qui disperse dans de l'eau des huiles essentielles. Mais ça, pour une mère de famille, par exemple, puisque c'est de ça dont nous parlons, c'est un peu compliqué. Donc, par exemple, si elle mélange l'huile essentielle avec un shampoing, qu'elle le met dans le bain de son enfant, il va bénéficier de cette diffusion des huiles essentielles de manière très douce, comme ça. J'ai entendu dire que certaines huiles essentielles étaient irritatives. Oui. Alors, justement, c'est pas qu'elles possédaient des propriétés irritatives et que celles-là, il fallait y faire très attention. Absolument. Donc, il y a toute une liste d'huiles essentielles qui peuvent être, je dirais, dangereuses si elles ne sont pas maniées avec précaution. Elles sont caustiques. Caustiques, c'est-à-dire qu'elles irritent la peau. Et en général, on les connaît. Hein, c'est ce qu'on appelle les bouts de feu de l'aromathérapie. Ce sont des huiles essentielles qui contiennent en principe actif dominant ce qu'on appelle un phénol. Alors, je demande pardon à nos auditeurs d'employer des mots techniques. Ce sont des principes eux-mêmes aromatiques. Le ol signifie pour les puristes qu'il y a un hydroxyle, un OH qui est un des principes actifs. Mais en général, elles sont assez agressives pour les muqueuses, pour la peau et aussi pour certains organes. Alors, on arrive presque au bout de notre interview. Pas loin, en tout cas, j'ai quand même quelque chose qui me paraît important à vous poser comme question. C'est pour les huiles essentielles, de façon générale, pour chaque type, peut-on d'abord les mélanger? Première question. Et ensuite, y a-t-il des durées et des posologies particulières qui apparaissent et qui sont impératives dans le cadre des huiles essentielles? Par exemple, on sait qu'on doit prendre un cachet de ceci pour le mal de tête. Allez, on va partir simple. Oui. De Doliprane, comme on dit, le Doliprane. Bon, dans le cadre d'huile essentielle, ça va être des gouttes. Alors, peut-on verser des gouttes comme ça Oui, tout à fait. Mais combien de gouttes? Est-ce qu'il y a des durées, des posologies de soins? Est-ce que ça, c'est important à repérer dans le cadre d'une aromathérapie familiale? Est-ce que vous allez parler de ça dans la formation que vous allez proposer? Bien sûr. S'agissant des durées, vu que c'est un dépannage en attendant le médecin, on ne s'inscrit pas dans la durée véritablement. C'est en général sur 24, en attendant d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc, s'agissant des posologies, absolument, parce que on sait, pour donner une idée à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs, que c'est entre 1 et 12 gouttes par 24 heures. Et en général, on tourne autour de 9 gouttes. Pour toutes les huiles essentielles. Pour la plupart des huiles essentielles. Les huiles essentielles très fortes, on ne va pas dépasser 6 gouttes à 9 gouttes par 24 heures, 3 x 3 ou 2 x 3, et sinon c'est 4 x 3. Voilà. En général, il convient de les mélanger avec soit des huiles végétales, parce que ce sont des huiles d'expression de certains fruits qui donnent des huiles, comme l'huile d'amande douce, comme l'huile de noisette ou autre. En général, on les mélange là-dedans. On peut aussi les mélanger dans des teintures mères homéopathiques ou dans des bourgeons ou tissus jeunes de plantes constituant une évolution de la gémothérapie, c'est-à-dire de l'usage, je crois que nous en parlerons. Oui, nous en parlerons une autre fois. De l'usage des tissus jeunes de plantes, des tissus embryonnaires des plantes, et ça se mélange très très bien avec.
Alors, voilà en général certaines conditions. Maintenant, vous pouvez également faire des onctions. C'est très utile pour une maman sur les parties où la peau est très fine, c'est-à-dire sur la face antérieure de l'avant-bras, sur le coude, sur la partie où les femmes mettent voilà. Ce qui signifie finalement que la peau, à travers les pores de la peau, va transmettre aux petits capillaires qui sont dessous et va permettre donc que cela pénètre jusqu'aux organes. Jusqu'aux organes. Aux organes sous-jacents. Et vous pouvez tout à fait masser un plexus solaire ou un autre plexus, mettons, ou un organe comme le foie, comme la vésicule, directement avec l'huile. Qu'entendez-vous par plexus? Plexus sont des mélanges ce sont des rassemblements de ramifications nerveuses qui aboutissent dans certaines zones à une expression de l'état nerveux de la personne. Et souvent, quand les gens sont angoissés, chagrinés, nerveux, on masse les plexus. Et à ce moment-là, il convient de les mélanger avec une huile végétale. En général, le mélange est de 14%, hein, si on veut être 14-15%, pour donner une idée à nos auditeurs. Et vous allez aussi pouvoir faire des onctions directement sur les parties où la peau est très fine, par exemple l'endroit où les dames mettent leur parfum, hein, sous l'oreille. Également, on peut soigner des otites sans mettre des huiles essentielles directement dans l'oreille. Ça calme les douleurs. Et ça calme les douleurs sur la partie ici, sous l'oreille, et éventuellement aussi un peu sur la mastoïde, c'est cet os qui est là. Voilà. Alors maintenant, il y a également des diffuseurs d'huile essentielle que nos auditeurs prennent bien soin de prendre des diffuseurs à ultrasons et non pas des diffuseurs qui chauffent l'huile essentielle. Une huile essentielle qui est chauffée est oxydée et elle est brûlée en quelque sorte. Alors vous les payerez un peu plus cher si vous voulez, mais ça vaut vraiment le coup. Vous avez également, pour des bébés, la possibilité, mettons que vous les trempez dans une bassine pour leur donner leur bain de la journée, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans le bain du bébé en les mélangeant avec un fouet, et le bébé va profiter pleinement de ce rayonnement, de cette diffusion. Il y a donc de nombreux moyens pour utiliser l'huile essentielle. S'agissant même des bébés, vous me demandiez tout à l'heure si on peut utiliser chez les enfants, eh bien il y a la technique rectale aussi. Ah oui, les suppositoires. Alors suppositoires, mais aussi les poires rectales. Ah, les poires. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des petites poires de 30 ml qu'on vend en pharmacie, dans lesquelles vous mettez une infusion de plantes qui s'accorde avec l'huile essentielle. Vous solubilisez votre huile essentielle, comme ça, et par le cucu du bébé, vous pouvez lui mettre cette poire rectale. Les veines hémorroïdaires vont capter les huiles essentielles, ils vont les monter, par exemple, s'agissant des infections pulmonaires ou autres, vont monter directement au poumon. Et on peut soigner des infections pulmonaires ou autres très facilement. Voilà. Il suffit de respecter les doses. D'accord. Je vous remercie beaucoup de tous ces renseignements. Oui. J'espère que vous allez pouvoir bientôt expliquer à plein de monde comment ça marche pour qu'une trousse familiale puisse être faite par chacun. Oui. D'ici peu, puisqu'il y a une formation, je crois, qui va avoir lieu chez Osmose. Je crois que c'est au mois d'octobre, oui. me semble. Non? Oui, oui. Hein, au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre. Oui, octobre. Je crois que c'est octobre ou septembre. Et donc, je conseille à... Si vous me permettez, auditeurs. Je vais donner le programme. Ah oui, donnez le programme. Alors, on va faire une définition de l'aromathérapie, mais un petit peu moins succincte que celle-ci. On va parler à nouveau des huiles essentielles, des eaux florales, des eaux de fruits et des hydrolats ou hydrosols. Je vais expliquer ce que sont les huiles essentielles, c'est ce qu'elles ne sont pas. C'est une question un peu étrange, mais elles ne sont pas que des alternatives aux antibiotiques, elles ne sont pas des déodorants, et elles ne sont pas uniquement utilisables en cosmétique comme on le fait actuellement, elles ont bien d'autres utilités. Comment bien choisir les huiles essentielles, les critères de qualité, leurs particularités par rapport aux molécules qu'elles ont, et je dirais un mot aussi du piège qui sont les falsifications d'huiles essentielles. Ah oui, ça on n'en a pas parlé, mais il doit bien y avoir quelques falsifications. Voilà, parce que en langage de distillateur, on appelle ça rallonger la sauce, c'est-à-dire mélanger dans le produit obtenu d'huile essentielle des produits chimiques qui ont des propriétés diluantes et qui produisent, au lieu d'avoir, mettons, 1 kg d'huile essentielle ou 1 litre d'huile essentielle, vous en avez 10 litres parce que vous rajoutez des solvants chimiques qui sont impropres à la thérapeutique. Voilà. Comment on peut repérer ces falsifications? Alors, elles sont, soit si on connaît les caractères organoleptiques de l'huile essentielle, c'est-à-dire les odeurs qu'on est en droit d'atteindre, soit réclamer au distillateur une fiche signalétique dans laquelle il s'engage à ce qu'elle soit
a 3 termes importants, je vous le dis, mesdames et messieurs: pur, total et naturel. D'accord. Pur, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'huile essentielle, il n'y a pas de mélange. Total, c'est qu'on a dans la distillation attendu ce qu'on appelle la fin de la distillation, parce que les dernières molécules qui arrivent en fin de distillation sont les plus actives, donc elles sont ce qui permet de distinguer une huile essentielle d'une autre, et naturelle, bien entendu, qu'elles sont faites avec des produits seulement naturels. Voilà. Ça, ce n'est pas toujours le cas que on ait des fiches techniques là-dessus. Dans d'autres fiches techniques, on peut avoir aussi d'autres mentions qui sont la variété botanique et biochimique de la plante, l'organe qui a été utilisé pour la distillation, et également le fait qu'on n'ait rajouté aucun autre composé chimique véritablement. Après, bien sûr, j'espère qu'il y a quand même un peu de contrôle sur ces falsifications dans nos contrées. Et là, c'est pas certain. C'est pas certain. C'est pas certain parce que cela nécessite bien entendu une forte connaissance de ce que sont les huiles essentielles et aussi des moyens d'effectuer des contrôles de ce type. Voyez-vous, c'est peut-être aussi pour ça que les scientifiques qui auraient pu nous intégrer à la trousse de soins, de leur trousse de soins, parce qu'il y a de fortes actions antivirales aussi de ces plantes, les virus en ce moment on en parle beaucoup, ils se méfient de ce fait qu'on ne puisse pas être toujours sûr de la pureté des huiles essentielles. Ça paraît assez logique parce que quand même il faut que les gens soient relativement informés pour qu'ils puissent manier ça avec précaution. Absolument. Et donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, on s'en rend compte en vous écoutant, mais on comprend que bon, il y a une prudence par rapport à cela. Voilà. Elle est compréhensible. Après, le mieux est d'avoir des gens que l'on connaît bien, des distillateurs. Moi j'ai eu la chance de passer ce qu'on appelle des nuits de chauffe avec des petits distillateurs dans la vallée du Jabron, en Haute-Provence, et qui m'expliquaient ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Enfin, vraiment, j'avais confiance. Malheureusement, ce distillateur est décédé depuis, mais j'ai compris à ce moment-là comment on pouvait comprendre la qualité des huiles essentielles. Ensuite, je parlerai de la trousse familiale. Quelles sont les huiles essentielles? Ça va intéresser beaucoup. Parce que repartir avec une trousse familiale, c'est important pour les mamans. C'est important pour les messieurs qui veulent apprendre à se soigner, à devenir autonomes. Absolument. J'expliquerai les propriétés des huiles essentielles dans l'usage familial, dans l'usage de la trousse familiale. Ensuite, je compléterai, parce que j'ai été très succinct à votre question, sur les différentes formes d'utilisation des huiles essentielles. Il n'y a pas que le bain, il n'y a pas que... Voilà. Il faut savoir que, par exemple, la peau est très perméable aux huiles essentielles. Oui, oui, j'ai compris. Pour les puristes, on dit qu'elles ont un coefficient de pénétration transcutanée qui est très très important, à condition qu'on respecte certains petits principes, mais très peu. Et se traiter simplement en massage ou en onction, c'est déjà un traitement très puissant en soi. Ensuite, je répondrai à la question plus en détail de la durée et de la posologie, c'est-à-dire de la dose des soins. Je rappellerai enfin toutes les possibilités d'utilisation des huiles essentielles et je terminerai en disant un mot des eaux florales et des hydrolats, en particulier pour les enfants et dans certaines gencives. Oui, parce que là aussi, je pense que pour certains qui ont des difficultés des fois avec certaines huiles essentielles, les hydrolats sont aussi une alternative très intéressante et qui va aussi vite quasiment que l'huile essentielle. Oui, et qu'on peut utiliser beaucoup plus facilement, alors qu'il faut faire très attention aux doses d'huile essentielle. Les hydrolats se prennent par exemple, par la bouche, par cuillère à soupe, donc c'est sans problème. Ce sont des eaux obtenues par la distillation, donc je l'ai dit tout à l'heure, et dans lequel est mélangé un principe aromatique. Bon, en général, ça dépend des plantes, mais on est entre 3 et 8% de concentration en principe aromatique, et donc c'est très facile d'emploi, et donc utilisable par les enfants. Mais je vous remercie bien, aussi. Dr Vessy, et puis à bientôt, de vous revoir et sur d'autres thèmes. Oui. Au revoir, et à bientôt. Appuie sur OK. Je couperai si tu veux. T'as coupé? Attends.